Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo traitant de l'utilisation de sources acoustiques, que ce soit de simples haut-parleurs, des baffles ou encore des enceintes, ainsi que de la manière de les sélectionner et de les brancher pour les utiliser dans le cadre d'expérimentation. Lors d'études acoustiques et vibratoires, il peut être nécessaire d'utiliser une excitation acoustique. On utilise alors une des sources acoustiques parmi la pléthore à disposition. Dans tous les cas, il faudra transmettre à cette source acoustique un signal d'excitation. On utilisera pour cela un générateur de signaux ainsi qu'un amplificateur de puissance. On s'équipera aussi des câbles adéquats au raccordement de l'ensemble de ces équipements. Au besoin, on pourra aussi sélectionner des filtres audio ou un ordinateur afin de sculpter le signal d'excitation. Cela est toutefois optionnel et on laisse à l'utilisateur le choix de sélectionner ou non ce type d'équipement. Les sources acoustiques peuvent être utilisées pour une grande quantité de mesures. On va présenter ici trois catégories bien distinctes de mesures parmi celles-ci. D'abord, l'étude de caractéristiques acoustiques, où l'on cherche principalement à savoir comment un matériau ou une structure transmet ou absorbe un son, par exemple. On utilisera généralement des sources de haut niveau, c'est-à-dire dépassant largement les 100 dB SPL pour Sound Pressure Level et pouvant atteindre parfois jusqu'à 180 décibels. On cherche généralement à atteindre la bande d'octave des 8 kHz et donc avoir une bonne linéarité sur l'ensemble des gammes dynamiques et fréquentielles étudiées. Maintenant, en ce qui concerne les études des méthodes d'analyse acoustique, autrement dit lorsqu'on teste des algorithmes de détection de sources acoustiques ou bien d'imagerie acoustique, il est nécessaire pour quantifier la portée de ces méthodes d'avoir accès à une source connue. Les plages dynamiques et fréquentielles d'études varient en fonction de la tâche, du but visé par ces méthodes d'analyse. On peut donc avoir à couvrir des dynamiques moyennes, voire élevées, ou s'intéresser à l'ensemble du spectre audible ou à différentes plages de celui-ci. On tâchera tout de même d'avoir toujours une excellente linéarité sur ces plages dynamiques et fréquentielles. Enfin, pour ce qui a trait aux études psychoacoustiques, que ce soit pour comprendre le fonctionnement de l'oreille humaine ou pour choisir le son le plus approprié au claquement de portière d'une voiture, il faudra généralement soumettre un panel d'humains à plusieurs échantillons sonores. Pour cela, il est recommandé d'utiliser des sources acoustiques de dynamique moyenne afin de préserver l'oreille humaine, et on doit le plus souvent couvrir l'ensemble du spectre de l'audible. À nouveau, une excellente linéarité est requise sur les plages dynamiques et fréquentielles nécessaires à cette étude. Maintenant que l'on a une idée des mesures qui pourraient nécessiter ce type de source, penchons-nous sur les fiches techniques de ces sources, ici celle d'un haut-parleur. En règle générale, les premières informations concernent le type, le modèle ou la marque du transducteur. On retrouve aussi plusieurs caractéristiques électriques, notamment la puissance nominale, l'impédance. Celles-ci permettront en temps voulu de choisir la chaîne de conditionnement adéquate, autrement dit l'amplificateur de puissance. Ensuite, on retrouve des paramètres caractérisant son rayonnement acoustique. Par exemple, le niveau émis par ce HP mesuré à 1 mètre lorsqu'un amplificateur fournit 1 watt de puissance électrique. On appelle aussi cela sa sensibilité. Couplé à la notion de puissance maximale admissible de ce HP, ces notions nous permettent de déduire l'ordre de grandeur du niveau maximal que peut rayonner ce haut-parleur. La règle pour cela est assez simple. Dès que l'on double la puissance électrique délivrée au HP, le niveau acoustique augmente de 3 dB. En doublant à nouveau la puissance électrique, on gagnera à nouveau 3 dB et ainsi de suite. Ainsi, il faut augmenter exponentiellement la puissance électrique pour un gain linéaire de plus 3 dB. Enfin, on retrouve la réponse en fréquence, soit la sensibilité de ce transducteur en fonction de la fréquence. Généralement, celle-ci est donnée de façon graphique, la partie utilisable étant la partie linéaire, celle qui forme un plateau. On donne aussi la fréquence maximale d'utilisation de ce transducteur, ici 3 kHz, ce qui correspond bien à une chute de la sensibilité de ce HP sur le graphique joint. Enfin, dans la fiche technique d'un haut-parleur et d'un haut-parleur seulement, on retrouve les paramètres de Thiele Small. Ces paramètres qui permettent de caractériser l'ensemble des éléments du HP, que ce soit sa membrane, sa suspension ou son moteur. Ces paramètres seront utiles uniquement si le souhait est d'utiliser le haut-parleur pour réaliser un montage avec celui-ci, une enceinte, un baffle ou d'autres. Comme cela n'est pas le but de cette vidéo, on laisse l'utilisateur se renseigner sur ces paramètres et comment les utiliser au travers de littérature telle que le livre électroacoustique de Léo Beranek par exemple. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que pour le cas d'autres sources acoustiques, la fiche technique peut être légèrement différente. Pour le cas d'une enceinte, par exemple, beaucoup d'informations seront les mêmes que celles présentées pour le HP, soit la marque, le modèle, les caractéristiques électriques, la sensibilité ou la réponse en fréquence de ce dispositif. On trouvera par contre plus souvent la notion de pression maximale délivrée par un dispositif. De plus, contrairement au HP seul,
On retrouvera aussi plus souvent les diagrammes de directivité qui nous indiquent la manière dont se comportent les rayonnements acoustiques de ce dispositif à différentes fréquences et souvent pour les plans azimutaux ou en élévation. Prenons quelques instants pour comprendre cette notion de directivité des sources. Comme cela a pu être mentionné, la directivité permet de quantifier la variation du niveau de pression acoustique rayonnée dépendamment de l'angle entre une source acoustique et le point de mesure. Ici, pour le plan horizontal, elle est représentée sous la forme d'un diagramme polaire où l'éloignement à l'origine représente le niveau rayonné par la source. Regardons quelques exemples pour bien comprendre cela. Si on prend une source omnidirectionnelle ou monopolaire, celle-ci doit avoir la capacité de rayonner de la même manière quel que soit l'angle entre la source et le point de mesure. Celle-ci est représentée par un cercle, ce qui signifie que quel que soit l'angle entre la source et le point de mesure ou le microphone, le niveau rayonné sera le même. Et cela est parfaitement illustré dans cet exemple où quand le microphone tourne autour de la source, on voit bien que le niveau représenté par la barre verte à droite ne change pas. Maintenant, si l'on s'intéresse au cas de source directionnelle, ici dipolaire, il existe une direction Dans cet privilégiée à cette exemple, quand source. le microphone tourne autour de la source, on remarque que pour les angles 90 et 270 degrés, le niveau descend quasiment à zéro. Ainsi, en fonction de la position de réception choisie, on pourra entendre, mesurer ou pas un son. Chose qui est importante à retenir, c'est que pour une même source, cette directivité évolue avec la fréquence. En général, en basse fréquence, les sources sont monopolaires et plus on monte en fréquence, plus celles-ci deviennent directives. Ainsi, selon le but de l'expérience et le montage du dispositif, cette notion de directivité pourrait devenir critique. Maintenant que l'on sait où trouver de l'information, concentrons-nous sur ce qui nous permettra de faire le bon choix entre ces différents types de sources, que ce soit les HP, les baffles, les enceintes, ou bien des sources plus complexes comme des monopoles acoustiques ou des sources à directivité variable. Pour ce qui est des haut-parleurs d'abord, une chose qui va nous intéresser particulièrement pour le choisir pour une mesure, c'est la bande de fréquence qu'il est capable d'atteindre. Il en existe plusieurs tailles et plusieurs types permettant de couvrir des gammes de 10 Hz jusqu'à 30 kHz, les plus graves allant de 20 Hz à 200 Hz, les moyens allant de 150 Hz à 10 kHz et enfin les plus petits permettant de reproduire les hautes fréquences à partir de 2 kHz. Ensuite, une autre donnée importante est le niveau de pression maximale qu'il est capable de générer, de l'ordre de 100 à 140 dBSPL. Enfin, il est important de connaître l'impédance du haut-parleur afin de choisir l'amplification adéquate. Généralement, ces impédances sont de 4, 8 ou 16 ohms. Bien qu'un haut-parleur doit se comporter comme un monopôle, on notera que la directivité peut quand même varier avec les fréquences. Ainsi, lorsqu'on souhaite utiliser un simple HP pour un dispositif expérimental, on tâchera de faire attention que la plage de fréquence et le niveau max respectent les critères attendus pour l'expérience en question. De plus, si cela peut être un problème, on vérifiera que la directivité du HP ne varie pas sur la plage de fréquence considérée. Pour ce qui est des baffles et des enceintes, les caractéristiques sont relativement les mêmes et les performances aussi. On notera d'abord qu'en ce qui concerne les bandes de fréquences utilisables, pour des dispositifs comme les enceintes où l'on peut combiner plusieurs haut-parleurs, il est possible d'élargir la bande de fréquence de 20 Hz jusqu'à environ 20 kHz sans rupture finalement. Ensuite, en ce qui concerne la directivité, elle est bien différente des haut-parleurs seuls. Pour le cas d'enceinte, on a aussi affaire à un monopôle, mais pas sur les mêmes bandes de fréquences. Et pour le cas des baffles, on a affaire à des directivités dipolaires. De la même manière que pour les haut-parleurs, on sélectionnera ces sources acoustiques pour un dispositif expérimental à condition d'avoir fait attention que la plage de fréquence, les niveaux max et la directivité respectent les critères attendus pour l'expérience en question. On notera aussi que pour les enceintes, il en existe deux types, les enceintes dites passives et les enceintes amplifiées. Ces dernières possèdent déjà leur système d'amplification et il ne sera pas nécessaire de sélectionner un amplificateur de puissance. Enfin, lorsque l'expérience l'exige, il existe des sources acoustiques plus complexes qui permettent par exemple d'avoir accès à un monopôle sur une large bande de fréquences ou bien des directivités complexes. Généralement, ces sources acoustiques dépassent rarement les 10 kHz et ont un niveau allant d'une centaine à 140 décibels. On sélectionnera ces sources quand un HP, un baffle ou une enceinte ne ferait pas l'affaire et on fera bien attention à nouveau aux plages de fréquences et niveaux exigés par la mesure. Quelle que soit la source, le HP, qui est un système électrodynamique, nécessite un signal d'excitation pour pouvoir vibrer et créer l'excitation acoustique désirée. Pour cela, on va choisir un générateur de signal qui va permettre de paramétrer la forme du signal, sa fréquence et son amplitude. On notera que ce générateur de signal peut être remplacé par un ordinateur si l'on a accès à une carte de contrôle et d'acquisition, ou une carte de son externe par exemple.
Une fois le signal et le système pour le délivrer choisis, il convient d'amplifier le signal car les HP sont des systèmes peu efficaces et qui donc nécessitent un grand apport d'énergie pour se mouvoir. On devra donc sélectionner un amplificateur de puissance. Et celui-ci devra être choisi en fonction de différents paramètres qui sont en accord avec le choix du transducteur, que ce soit sa puissance, le courant de sortie ou l'impédance de sortie, ou bien encore des paramètres qui vont être en accord avec la mesure, notamment le taux de distorsion du signal en fonction du niveau d'amplification et de la gamme de fréquences étudiée. Comme on l'a déjà mentionné, si les enceintes sont amplifiées, il ne sera pas nécessaire de sélectionner un amplificateur de puissance. Enfin, même si cela est optionnel, il est important de mentionner l'existence de filtres audio. Il peut arriver que la réponse en fréquence de la source ne soit pas uniforme pour la plage de fréquences utile à la mesure. Comme on peut le voir sur cet exemple, on a un plateau de 100 jusqu'à 1000 Hz qui est 5 décibels en dessous d'autres fréquences au-dessus de 1000 Hz. Il peut être donc intéressant d'équilibrer ces fréquences, donc en amplifier certaines plus que d'autres. Pour cela, on utilise généralement des filtres audio qui vont donc nous permettre de sculpter notre signal. Il faudra faire attention en les choisissant aux plages de fréquences, au nombre, pente et largeur de bande de filtres, ainsi qu'à l'impédance de sortie de ce dispositif. On notera que si l'on a choisi d'utiliser un ordinateur plutôt qu'un générateur de signaux, ce traitement peut être réalisé en amont, en fait directement au moment de la génération du signal. Comme le plus souvent en recherche, l'ensemble de ces dispositifs sont relativement fragiles et dispendieux. Première chose, on évitera d'appuyer sur la membrane d'un haut-parleur. Un haut-parleur est un système électrodynamique fragile. Appuyer dessus pourrait endommager la membrane, les suspensions ou la bobine mobile, ce qui peut être la source de distorsion à court terme, voire sa destruction à long terme. De la même manière, un courant trop fort risque facilement d'endommager les HP. Il faut donc bien veiller à choisir l'amplification adéquate pour ce haut-parleur et donc bien faire attention au match entre amplificateur et haut-parleur. Dans tous les cas, s'il devait arriver un bris quelconque, à ces différents dispositifs, il serait important d'aller voir au plus vite un professionnel ou un technicien du laboratoire pour, faire changer ce matériel, heu et dans l'absolu, pouvoir le réparer ou, le remplacer. Maintenant, prenons un exemple avec le test d'un algorithme de détection de sources acoustiques. En amont, on a testé ce logiciel en simulation numérique. Les paramètres étaient une bande de fréquence allant d'une centaine de hertz à 2000 hertz et le niveau maximal était de 95 dB/SPL. Avec ces paramètres de mesure, on va pouvoir sélectionner le matériel adéquat. Alors on va sélectionner un haut-parleur, le GRS4FR-8. On voit qu'il a une bande de fréquence qui est largement suffisante pour, cette mesure, donc 83 Hz à 10 kHz, un peu en dessous et un peu au-dessus, de la bande de fréquence, souhaitée. La sensibilité de 87 dB/SPL et comme la puissance peut, aller jusqu'à 50 watts, ben, on dépasse largement les 95 décibels. On note que son impédance est de 8 ohms. À partir de cela, on peut choisir l'amplificateur adéquat, donc un amplificateur de puissance Sony NT220. On voit que sa puissance, va jusqu'à 100 watts par voix et que ce sont des voix de 8 ohms, donc il faudra faire attention à ne pas mettre la puissance trop forte d'amplification et on peut noter qu'il a une faible distorsion harmonique, sur l'ensemble de la plage de fréquences, étudiée. Une fois qu'on a sélectionné l'ensemble du matériel, il va falloir le raccorder. La première chose est donc de brancher l'amplificateur de puissance avec le générateur de signaux, d'alimenter. Ça permet de nous générer notre signal d'excitation. Au besoin, si l'on avait choisi d'utiliser des filtres audio, il faudrait les placer entre l'amplification et la génération de signaux. Quand l'ensemble de notre chaîne générant le signal d'excitation est réalisé, on va pouvoir brancher notre source acoustique à l'amplificateur de puissance. On fera bien attention de ne pas brancher ni débrancher de matériel lorsque l'amplificateur de puissance est allumé. En plus d'être dangereux pour soi au vu des forts courants qu'il peut y avoir en sortie, cela pourrait détériorer le matériel de manière irréversible. Un autre point important est qu'avant de générer un signal, il est primordial de vérifier que le volume de l'amplificateur est au minimum. On augmentera graduellement l'amplification ensuite, ce qui permettra de protéger ses propres oreilles et celles des personnes avoisinantes, ainsi que le haut-parleur de discontinuité souvent présente en fin et début de signaux. Illustrons donc cela avec une petite vidéo. On peut voir ici le haut-parleur avec sa membrane, une suspension qui entoure sa membrane.
son moteur, donc l'aimant plus la bobine bobine. Ici, on voit les bornes plus et moins. Brancher un câble dans ce cas-ci. Heu, Ce type de câble haut-parleur permet, généralement de soutenir de hautes puissances. On peut voir ici un générateur de fonction, ici un amplificateur de puissance et pour monitorer le tout, un oscilloscope. On peut voir que notre générateur de signal permet de créer un signal, de changer sa fréquence, son amplitude ou sa forme, donc triangle, rectangle ou sinusoïdal ici. Pour ce qui est de l'amplificateur de puissance, on retrouvera généralement les entrées et les sorties à l'arrière du bâti. Ici, on peut voir 4 entrées coaxiales pour les 4 voies et 8 sorties, donc 2 pour chacune des voies, une sortie plus et une sortie moins. On vérifie qu'il fonctionne, on voit bien les LED qui s'allument à l'avant. Une fois que on a vérifié que tout fonctionne, on va pouvoir commencer à raccorder l'ensemble. On va d'abord brancher le générateur de signal à l'amplificateur, ici sur la voie 1. Ensuite, on va pouvoir brancher notre haut-parleur sur, notre amplificateur de puissance, toujours la voie 1. Les polarités plus et moins ne sont pas tant importantes. Cela va juste inverser la phase, du haut-parleur, mais ça ne va pas détériorer en aucun cas, le matériel. Une fois que l'ensemble des matériels est branché, on va vérifier que le volume de l'amplificateur est bien au minimum. Ici, la voie 1 et 2, on voit que c'est le cas. On peut donc allumer notre amplificateur. On va choisir une fréquence qui n'est pas trop désagréable, 600 Hz, et on va augmenter graduellement l'amplification. On commence à entendre un signal. On voit que si l'on modifie la fréquence, on va entendre cette modification de fréquence. Donc normalement, notre matériel est bien branché. Une façon de monitorer cela serait d'utiliser un microphone. On va donc poser notre microphone au-dessus de cet haut-parleur et le brancher à l'oscilloscope. Pour plus d'informations sur la façon dont sélectionner et brancher un microphone, on se référera à la vidéo sur les microphones. Une fois que notre microphone est branché et fonctionne, on va pouvoir voir sur la voie 2 que les fréquences enregistrées par le microphone sont les mêmes que celles générées par le générateur de fonction. Cela confirme vraiment que l'ensemble du matériel fonctionne. Si jamais la source acoustique ne produisait aucun son, il faudrait d'abord commencer par vérifier les câblages, que tout est alimenté et allumé. C'est les deux principales sources d'erreur en général. Et ensuite, on pourrait vérifier que le volume soit suffisant pour que le HP soit capable de générer un son. Si l'amplitude du signal généré par le générateur de fonction est trop faible, il serait possible que même une fois amplifié, celui-là soit trop faible pour que le haut-parleur puisse produire un son. Ensuite, lorsque tout cela a été vérifié, on pourra tester les câbles, en changeant les câbles, tester la source acoustique en prenant une autre source pour cela et en changeant aussi, amplificateur, filtre ou générateur de signaux pour vérifier si, tout fonctionne bien. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo sur l'utilisation de sources acoustiques, en espérant qu'elle vous sera utile pour vos prochaines expérimentations et on espère vous revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos d'instrumentation. À bientôt.